Effervescence. 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 Ça, c'est des crânes. Alors, lequel est quoi? Donc, vous avez ça. Lequel est un chat? Qu'est-ce qui est un chat et c'est quoi le reste? Ça serait chat. Alors, celui-là, il est intermédiaire. Lui, il est plus gros, il est plus globuleux. Les dents, c'est un peu différent. La bonne réponse, c'est celui-là. Effectivement, bravo. C'est celui-là. Comment on sait que c'est un chat? En fait, c'est très gros, c'est très globuleux, tu vois. Donc moi, je suis vétérinaire, mais j'enseigne aussi l'anatomie à des étudiants qui vont devenir vétérinaires plus tard. Donc j'enseigne à Lyon, mais je travaille aussi au Muséum d'histoire naturelle parce que j'exerce une activité de recherche et d'enseignement en parallèle. Et moi, je travaille en fait surtout sur l'évolution des relations entre l'homme et le chien principalement, mais aussi un petit peu le chat. Il y a beaucoup de choses à dire sur le chien, mais il y en a encore plus à dire sur le chat. Et il y en a beaucoup de mystères qui sont peu résolus à ce jour. Donc aujourd'hui, j'espère que vous allez apprendre plein de choses sur le comportement du chat, sur son apparition, sur l'histoire de ses relations avec l'homme, sur la façon dont il a évolué, coévolué avec nous. Et j'espère que voilà, vous apprendrez plein de choses et qu'arrivé à la récré lundi, vous pourrez épater les copains en leur racontant un peu ce que vous avez appris aujourd'hui. Et je vois que vous êtes accompagnés de personnes qui n'ont pas l'âge requis, normalement. Et je suis sûre que vous aussi, vous allez apprendre quelques anecdotes pour épater les collègues à la machine à café. Alors, je dois vous avouer quelque chose, c'est que quand j'ai préparé cet atelier et cette rencontre aujourd'hui, il y a quelqu'un à la maison qui m'a dit quand même, je trouve que ce serait plutôt moi qui devrais en parler. Et en fait, c'est mon chat, Cannelle, 13 ans et toutes ses dents, et qui était quand même la première intéressée. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à lui en parler et elle m'a avoué quelque chose. Elle a déjà eu plusieurs vies auparavant qui remontent jusqu'à la nuit des temps et à l'origine même des premiers chats. Donc elle s'est proposée de me raconter un petit peu ce qui s'était passé dans le passé, dans ses vies à elle, dans ce qu'elle a connu. Et donc grâce à Cannelle, finalement, on va pouvoir retracer l'histoire des chats jusqu'à aujourd'hui. Donc à votre avis, vous avez sûrement déjà entendu que les chats ont plusieurs vies. Est-ce que vous avez une idée de combien de vies ont les chats? Oui. Je t'entends pas très bien, excuse-moi. Oui, 9, 7, c'est ça, j'ai entendu un 7 aussi. Donc ça dépend des cultures, effectivement, c'est les deux chiffres qui ressortent. On dit que les chats ont 7 vies ou 9 vies. Donc ça, en fait, ça remonte à des temps vraiment très reculés, il y a plusieurs milliers d'années, où déjà on avait remarqué l'habilité des chats à se sortir des situations les plus complexes. D'ailleurs, on dit des chats qui retombent toujours sur leurs pattes. Donc, à votre avis, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'un chat retombe toujours sur ses pattes? Donc, vous avez tous eu normalement deux fiches, une fiche bleue et une fiche rouge. Alors, il y a des enfants, je crois, ici qui n'en ont pas, donc si jamais des adultes veulent bien leur passer leur fiche, ce serait sympa. Merci beaucoup. Voilà. Donc, si vous pensez que les chats ils retombent toujours sur leurs pattes, oui, vous montez la fiche bleue. Et si vous pensez que c'est faux, qu'ils ne retombent pas toujours sur leurs pattes, vous montrez la fiche orange. Alors, non. Non. Alors, non et oui. Alors, c'est la bonne réponse, effectivement, c'est oui mais non. Donc, on va voir en fait un petit peu ce qui se passe quand un chat tombe. Donc voilà au ralenti un chat qu'on laisse tomber, donc d'abord qui était sur le dos. Et vous allez voir, en premier, on a la tête, comme ça, qui se met à se redresser. Ensuite, tous les membres antérieurs. Et ensuite, le tronc. Et hop, il amortit les chocs avec ses pattes en se redressant complètement. Donc chez le chat, il y a ce qu'on appelle en fait un réflexe de redressement, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la tête qu'on appelle l'oreille interne et qui est liée à l'équilibre, qui va détecter ce changement dans l'équilibre et qui va commander au corps de changer sa position. Donc d'abord la tête qui se retourne, ensuite les membres et ensuite l'ensemble du tronc. Donc comme vous l'avez vu, ça prend un certain temps à se dérouler. Donc le temps, c'est aussi lié un petit peu à l'espace. Et donc, au fur et à mesure que votre chat tombe, le réflexe va se mettre en place, mais il faut un certain temps. Donc il faut aussi une certaine distance. Donc on dit qu'il faut au moins 2 étages pour qu'un chat se redresse correctement et retombe sur ses pattes. Donc entre 2 et 6 étages. En dessous, il n'a pas vraiment tout à fait le temps. Donc attention, ça ce que je dis, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Ne refaites pas la même chose à la maison. Ne jetez pas votre chat par le balcon, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'accident.
Normalement, un chat, globalement, c'est prudent. Il essaie de ne pas tomber. Le problème, c'est qu'il est assez distrait. Donc, s'il y a un papillon de l'autre côté du balcon, il va complètement oublier le vide et il risque de sauter. Il peut aussi glisser sur la balustrade. Donc, faites attention quand vous avez un chat à la maison. Ne le laissez jamais sortir sans surveillance tout seul. Il faut toujours être à côté. Et au pire, vous pouvez demander à papa ou maman d'installer un petit grillage. Voilà, Cannelle, on lui a installé un petit grillage comme ça qui permet de regarder à travers, mais de ne pas tomber. Donc en fait, un petit problème fréquent chez les vétérinaires, c'est justement ces chats qui vont tomber du 3e, du 4e étage et qui vont se faire mal. Parce que même s'ils arrivent à amortir globalement les chocs avec leurs pattes, souvent c'est la tête qui ne suit pas et qui va pouvoir heurter le sol et il va vraiment se faire mal, même si ça ne se voit pas au premier regard. Donc si votre chat tombe, il faut toujours aller chez le vétérinaire derrière. C'est un peu capricieux. Donc comme je vous le disais, déjà il y a plusieurs milliers d'années, on avait remarqué cette habilité du chat à toujours retomber sur ses pattes, à tomber de plusieurs mètres de haut sans se faire mal. Donc déjà en Égypte ancienne, on avait associé le chat en fait à l'immortalité et à la perfection. On lui avait accordé 9 vies. Alors 9, pourquoi? C'était un chiffre qui était symbolique pour plusieurs raisons. Déjà, vous le savez peut-être déjà, il y avait plusieurs dieux en Égypte ancienne. Il n'y en avait pas qu'un seul. Donc chacun avait des rôles très spécifiques et on avait 9 divinités. 9 parce que c'était associé à la perfection. 9, c'est aussi la durée de construction d'un bébé dans le ventre de sa mère. Donc c'est aussi lié à la naissance, à la renaissance et donc un peu à l'immortalité. On a une autre culture aussi où on associe 9 vies au chat, c'est en Inde. En fait, il y a une légende qui raconte que la déesse Shiva, un jour, elle a rencontré un chat très âgé, qui s'est un peu vanté et qui lui a dit qu'il était très très doué en mathématiques. Alors elle lui a demandé ce qu'il savait faire. Il lui a dit « moi je sais compter jusqu'à l'infini ». Alors il a commencé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et là à 7, il commence un petit peu à décliner. 8 et 9, et là il s'endort complètement. Et en fait la déesse Shiva, elle s'est dit « c'est vrai que quand il dort, il est tellement paisible qu'il y a un aspect d'infinité derrière tout ça ». Donc, à ce moment-là, elle lui a accordé 9 vies et elle lui a dit, quand il atteindrait la fin de sa 9e vie, il atteindrait une nouvelle étape supérieure et qui serait changé en humain. Voilà. Donc, Cannelle, apparemment, n'a pas échappé à ce destin et on va resuivre un petit peu ces 9 vies. Donc, ça va nous faire voyager à travers le temps, mais aussi à travers l'espace pour remonter à l'origine des premiers chats. Donc il y a plusieurs milliers d'années, les chats étaient quand même assez différents des chats d'aujourd'hui. Donc voilà à quoi ressemble l'ancêtre de tous nos chats actuels. C'est un chat sauvage qui s'appelle le chat ganté. Donc comme vous le voyez, il ressemble quand même à un chat, on le reconnaît. Par contre, il vous aurait fait un petit peu peur, parce qu'il a un caractère un peu rustre, il n'est pas très sympathique, et il est plus grand qu'un chat actuel. Donc là, voilà, on a une comparaison d'un chat domestique et d'un chat sauvage, et ce qui va les différencier, c'est surtout la taille. Contrairement aux chiens, qui descend du loup, on n'a pas beaucoup de variations morphologiques qui sont liées à cette domestication. Donc, est-ce que vous avez une idée, par contre, de quand datent les premiers chats domestiques, pardon. Donc, pourquoi on dit domestique? En fait, une petite parenthèse avant, on dit domestique parce qu'ils descendent donc tous d'un ancêtre sauvage, et ces ancêtres sauvages, en fait, ont été manipulés par l'homme, et c'est l'impact de l'homme sur ces espèces-là qui a façonné une nouvelle espèce qu'on appelle une espèce domestique. Donc, à quand remonte cette manipulation, finalement, et cette création des premiers chats? Alors, soit 10 000 ans, et c'est la fiche bleue, soit c'est plus vieux encore, et c'était il y a 100 000 ans, la fiche orange. Alors, je vois du bleu et du orange. Vous êtes assez scindés quand même. Hein. Alors, je vais regarder les enfants surtout, parce que c'est toujours les enfants qui ont raison, on nous dit. Donc, bleu, orange, orange. Ah, là, c'est partagé. Alors, 100 000 ans, on aimerait bien, mais c'est un peu trop vieux. En fait, actuellement, on considère que les chats remontent à 10 000 ans à peu près. C'est après le chien. Le chien, c'était 15 000 ans, donc c'est vraiment le premier qui a été domestiqué. Le chat, c'est un petit peu plus tardif. Donc, bien sûr, ça, c'est un état actuel de la science. C'est amené à évoluer. Ça dépend des restes archéologiques qu'on va retrouver. Mais normalement, on a une assez bonne idée. Ça devrait tourner autour de cette grandeur-là. Donc la domestication, elle a commencé ici, à la frontière entre l'Europe, vous êtes là, ici à Paris, alors je tremble un peu, mais vous êtes ici, et l'Afrique. Donc on est à la frontière entre les deux.
ce qu'on appelle l'Anatolie ou le Proche-Orient, et c'est là que sont apparus les premiers chats domestiques. C'était donc il y a à peu près 10 000 ans, il y a 9 500 ans, et l'hypothèse actuelle, c'est qu'en fait, les chats chassaient les souris, et ils ont été attirés par les premiers silos. En fait, à ce moment-là, à 10 000 ans, les humains ont commencé à changer de mode de vie, ils ont commencé à développer l'agriculture. Et en développant l'agriculture, ils ont développé les céréales qu'ils ont eu besoin de stocker. Donc ils ont fait des greniers de stockage de céréales qui ont attiré les souris. Et les chats ont suivi les souris, sont allés dans les greniers et sont rentrés dans les premiers villages humains. Les humains, ils ne sont pas bêtes, ils se sont vite rendus compte que finalement le chat était un allié et qui leur rendait un fier service à se débarrasser des nuisibles qui leur mangeaient leur nourriture. Donc c'est à ce moment-là où on imagine que les humains se sont mis à retenir les chats, donc peut-être en leur donnant de la nourriture, en leur donnant du lait, et en commençant un peu à contrôler leur reproduction. Donc les chats intéressés sont restés. On trouve une preuve archéologique de cette domestication, ce n'est pas que de la supposition. En fait, on a trouvé des vestiges sur une île, ici, qu'on appelle Chypre, donc l'île de Chypre. C'est un site qui date de à peu près 10 000 ans, justement, de cette période-là, qui a été découvert par quelqu'un que vous ne voyez pas parce qu'il est sur le panneau ici, qui s'appelle Jean-Denis Vigne. Donc c'est un monsieur qui travaille en archéozoologie ici, qui a fouillé sur ce site et qui a trouvé ce qu'on pense être la première sépulture de chats domestiques. Donc en fait, voilà ce qu'ils ont trouvé sur ce site. Ils ont trouvé ici, là, il y avait un humain. On va le voir là. Donc on avait un humain. En fait, c'était un adolescent. Et en face de lui, on avait ce petit squelette ici, qui correspond à un squelette de chat. Et les deux, en fait, se regardaient en miroir. Les deux sont en face l'un de l'autre. Donc ça, c'est vraiment une preuve d'un lien affectif fort entre l'humain et le chat. Sachant que le chat, il était quand même assez jeune, puisqu'il avait 8 mois, et qu'a priori, il avait l'air en bonne santé. Donc Cannelle, apparemment, elle a vécu à cette époque-là, c'était pas ce chat-là, mais elle a bien connu. Et elle nous a dit qu'il vous aurait fait peur, parce qu'il était quand même un petit peu rustre. C'était pas un chat qui était très très affectueux. Et il avait par contre plus de chance que les autres chats qui vivaient dans le village. Parce que la plupart des chats, c'était des chats errants qui chassaient les souris et voilà. Mais certains chats avaient un statut privilégié et avaient le droit de rentrer dans les maisons et étaient nourris. Donc lui, il faisait probablement partie de ces chats-là. Il était assez grand, bien nourri. Mais ça ne l'a pas empêché de mal finir, puisqu'il a probablement été sacrifié au moment où son humain est mort pour l'accompagner dans l'au-delà. Bon, il y a bien sûr plein d'hypothèses qui existent, ça c'est une des hypothèses. Donc cette fouille, elle est bien documentée dans l'exposition justement sur les grands félins. Donc si vous l'avez déjà visitée ou si vous allez la visiter plus tard, pensez à regarder. Ici, vous pourrez voir à la fin, vous avancez, on a une petite reconstruction, voilà, vous n'allez pas trop voir, mais une petite reconstruction justement de ce chat qui a été fouillé. Donc vous pourrez venir voir à la fin sur le bureau, regardez un petit peu ce que ça donne, un squelette de chat. Puis j'ai des petits crânes devant, donc vous pourrez essayer de reconnaître ce qui est un chat et ce qui n'est pas un chat. Donc voilà pour le premier foyer de domestication, donc au Proche-Orient. Il y a à peu près 9500 ans, donc c'était 7500 ans avant Jésus-Christ. Le chat, il a été domestiqué une deuxième fois. À votre avis, où? Alors, pas ces enfants-là, je veux des enfants plus jeunes. À votre avis, le chat, il a été domestiqué où? Il y a une civilisation, souvent on en entend parler beaucoup du chat. Oui, l'Égypte, exactement. Donc pendant très longtemps, on a cru que c'était l'Égypte où avaient été domestiqués les chats la première fois. Mais en fait, c'est beaucoup plus tardif, puisque c'était quasiment 4000 ans plus tard. Donc dans la vallée du Nil, on a eu probablement le même phénomène, des chats qui ont suivi des souris, qui sont rentrés dans les villages humains et qui ont été retenus. Et ensuite, donc à partir de ces foyers de domestication, les chats sont restés localement pendant un certain temps, et ensuite, ils sont partis. Ils ont accompagné les populations humaines qui sont parties un peu partout, en Europe, en Amérique, donc ils ont pris le bateau avec eux, parce qu'à cette époque-là, il fallait quand même traverser la mer. Ils sont même allés en Australie, donc ça par contre c'est très très récent. Donc finalement, les chats, ils ont conquis le monde, parce que rendez-vous compte, aujourd'hui, ils sont 500 millions dans le monde entier. Donc on parlait de l'Égypte, on va s'y pencher un petit peu plus, parce que c'est la période préférée de Cannelle. Il s'est passé beaucoup de choses avec les chats, donc pas toujours des choses très positives, vous le verrez. Le chat a pu avoir un bon statut, comme il a pu avoir un statut un peu plus compliqué.
Donc certains chats, surtout dans les familles assez riches, les familles d'aristocrates ou les familles royales, le chat avait le droit de rentrer dans les maisons en le cajolet. Donc vous avez beaucoup de représentations d'ailleurs qui témoignent de ça, on n'a pas que à croire Canel sur parole pour ça. Donc là vous voyez un humain qui est assis sur une chaise, là, et sous la chaise on a un chat qui mange un poisson. Donc il était nourri volontairement. Certains avaient des colliers, il y en a même des prénoms qui étaient connus dès cette époque-là, et souvent qui sont basés sur le comportement des chats, d'ailleurs. Pour les chiens, c'est la même chose. Les chats faisaient aussi l'objet de fables. Donc, comme les fables de Jean de La Fontaine, que vous avez peut-être déjà appris, on avait déjà des fables en Égypte ancienne, qui souvent calquaient, un peu qui parodiaient ce qui se passait entre les souris et les chats. Donc, un peu comme Tom et Jerry, mais des milliers d'années auparavant. Donc là, vous avez par exemple la souris, ici, on la voit bien avec ses petits yeux. Derrière un chat, donc la souris qui parodiait en fait un prêtre et le chat derrière qui parodiait un artisan. Les Égyptiens étaient aussi très sensibles à la capacité des chats à chasser les souris. Donc là, vous avez une représentation sur la paroi d'un temple, moi que j'adore, parce que vraiment je la trouve très fidèle et elle représente vraiment très bien ce qui se passait à l'époque. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit un humain qui tient ce qu'on appelle un appôt pour attirer en fait les oiseaux qui sont devant lui. Donc là, vous voyez des oiseaux un petit peu partout, ici, ici, ici. Et qu'est-ce qu'on trouve juste là, qu'on va grandir de l'autre côté? On trouve un chat. Un chat, en fait, qui s'attaque aux oiseaux pour rabattre le gibier pour son humain. Donc en fait, on a une belle collaboration entre l'humain et le chat pour chasser les oiseaux. Alors le chat, il était aussi associé à une divinité. Donc, vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il y avait 7 divinités principales, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Est-ce que vous avez une idée du nom de cette divinité? Je vous donne 2 options. Soit, alors oui, j'ai peut-être des idées déjà. Vas-y, dis-moi. Ouais, Bastet. Alors Bastet, si c'est orange, et bleu, Anubis. On va voir. Il y a des adultes, ils sont pas bons. Ce n'est pas bon. C'est Bastet. Anubis. Anubis, c'est la déesse à tête de chien. Voilà, c'est le chien. Ce n'est pas le chat. Bastet, c'est le chat. Exactement. Donc en fait, la déesse Bastet, c'est la forme apaisée d'une autre divinité, qui est la déesse Sekhmet, qui est à tête de lionne. Donc en fait, on a une dualité entre ces deux dieux, Sekhmet et Bastet. Donc souvent, on connaît plus Anubis, effectivement. Bastet, on connaît souvent un peu moins bien son nom. Pourtant, elle était très importante. Donc c'était une divinité qui était associée à la maternité, à la féminité aussi, qui était aussi associée à la fertilité. Donc fertilité, c'est-à-dire pour avoir des enfants, mais pas que. La fertilité du Nil notamment, parce que vous savez, l'Égypte, c'était un pays qui était désertique. Si vous êtes à côté de la rivière, bon, on a des ressources alimentaires, on peut manger facilement. Par contre, si on est dans le désert, c'est très difficile. Et en fait, les humains, ils sont soumis aux crues du Nil. Donc on espère que le Nil, finalement, soit favorable avec nous. Et pour ça, on implore les divinités pour que la crue du Nil revienne. Donc, ce qui met en jeu, justement, cette divinité. On a aussi une autre divinité qui est importante avec Bastet, c'est le dieu du soleil, Ra. Parce qu'en fait, on dit que c'est grâce à Bastet si le soleil peut se lever tous les jours. Alors pourquoi? Parce que dans les croyances égyptiennes, en fait, c'est le dieu Ra qui se balade toute la journée. Il se balade en fait sur une barque qu'on appelle la barque solaire qui transporte le soleil d'une extrémité à l'autre de la Terre. En fait, c'est une sorte de métaphore du cycle du soleil. Mais au cours de sa course, il rencontre un monstre sous forme de serpent qu'on appelle Apophis. Et ce monstre, il essaie de faire chavirer la barque tous les jours. Et donc le dieu Ra doit lutter contre cet agresseur, et pour ça il a une équipe avec lui qui l'aide. Et dans cette équipe, on a la déesse Bastet à tête de chat qui chasse le serpent. Donc ici, vous avez un papyrus où on voit le monstre Apophis, le serpent, qui veut faire couler la barque, et on a un chat qui lui coupe la tête. Voilà. Donc finalement, grâce à Bastet, le monstre Apophis est mort, et du coup, ça permet d'avoir le soleil, finalement, qui va se relever le jour prochain. Donc l'univers, le monde est sauvé. Et ce combat, il a lieu tous les jours, pour l'éternité. Donc, derrière cette belle légende, on a malheureusement des choses un petit peu plus funestes qui se passent. Donc là, vous trouvez ce qu'on appelle des momies. En fait, à une certaine époque,
des milliers, voire des millions de chats ont été probablement sacrifiés pour être transformés en momies. Donc en fait, c'était des offrandes pour les divinités, pour implorer les divinités. En fait, on commandait aux prêtres des momies qu'on achetait, qu'on amenait dans les temples pour implorer les divinités. Donc là, c'est une période qui est quand même un petit peu plus sombre. Donc les divinités en question, hein, c'est la divinité toujours Bastet. Donc bon, voilà, Canel est content de ne pas avoir vécu à cette époque-là, hein, fort heureusement pour elle. Donc là, vous avez l'exemple d'un site qu'on appelle, c'est le site de Saqqara, où on a trouvé justement beaucoup de momies. Alors, certaines de ces momies étaient très très jolies. Vous en avez certaines qui sont exposées au musée du Louvre, par exemple. Donc vous voyez, il y a des motifs, il y a des couleurs. On a eu vraiment la volonté de reconstituer la tête d'un chat. Vous voyez les oreilles ici, les yeux. On a peint les moustaches, le bout du nez. Ça, c'est les momies qui sont les plus jolies, peut-être parce qu'elles coûtaient plus cher, ça on ne sait pas, ce sont des hypothèses. Mais on a aussi des momies qui ne sont pas très belles. Donc par exemple celle-là, où c'est juste des bandelettes, et vous voyez, on utilise un gros appareil ici, qui est fait pour regarder à l'intérieur de la momie. Donc on veut regarder s'il y a des os ou pas. Et ici, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il n'y a rien. Vous n'avez que des petits gravillons. C'est du matériel pour combler l'intérieur de la momie, y donner une forme, mais il n'y a même pas de chat. Donc est-ce que c'était une arnaque ? Est-ce que les gens étaient au courant? On ne sait pas trop. Oui, tu as une question. En fait, après, ils étaient transformés en poudre. Donc c'est pour ça qu'il y a paradoxe. Ils étaient probablement, pardon, excuse-moi. Transformés en poudre. Alors, ce que tu dis, c'est pas complètement faux, parce que en fait, les momies, au 19e siècle et au 20e siècle, elles ont été trouvées, et à ce moment-là, on les réduisait en poudre pour s'en servir de carburant. Mais c'est bien après. Ça n'a rien à voir avec les Égyptiens. C'est les personnes qui ont fouillé les sites, qui ont trouvé les momies et qui les ont détruites. Mais pas avant. Donc ça, on ne sait pas. Donc, on a parlé de l'Égypte. Il y a un autre site en Égypte qui est intéressant parce qu'il nous montre un autre type de relation avec le chat. Et je voulais vous en parler parce que j'y suis allée il n'y a pas très longtemps. Il y a 15 jours, en fait, j'y étais sur ce site qui se trouve près de la mer Rouge, qui s'appelle le site de Bérénice, qui est situé sur un ancien port. Et en fait, il s'est produit quelque chose de fascinant. Et moi, je voulais rencontrer l'équipe pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et en fait, sur ce site-là, ils ont trouvé ce qui serait le premier cimetière d'animaux de compagnie. En fait, ils ont trouvé des centaines et des centaines, plus de 600 pour l'instant, 600 chats, quelques chiens, c'est plus rare. Voilà. Donc là, vous avez des squelettes de chats, ici. Vous avez quelques chiens, mais ça, c'est plutôt rare. Vous avez aussi quelques singes. Et ce qui est intéressant, c'est que sur certains chats, on a trouvé des colliers. Donc là, vous avez un reste de collier. On a même trouvé, uniquement cette année, pas les années d'avant, des harnais pour tenir les chats. Donc ça, c'est un site qui date quand même d'il y a 2000 ans. C'est quand même assez génial. Donc il y a 2500 ans, ces chats donc, qui étaient momifiés à tort et à raison par millions, en fait, les Grecs, à cette époque-là, étaient présents en Égypte et ils ont vu les Égyptiens se comporter face aux animaux comme s'ils étaient des dieux, etc. Donc ça les a un peu fascinés, cette attitude des Égyptiens pour les animaux. Donc on a des traces en fait de certains auteurs grecs qui ont raconté un peu ce qu'ils ont vu. Alors vraiment, ils étaient fascinés. Fascinés à tel point qu'ils ont récupéré certains chats qui viennent d'Égypte. Donc probablement, ils ont traversé par bateau. Donc on a des marchands qui sont partis d'Égypte et qui ont transporté les chats jusqu'en Grèce. Donc en Grèce, où ils se sont finalement bien trouvés, puisqu'on en trouve aujourd'hui des milliers qui sont errants dans les rues d'Athènes ou surtout dans les îles grecques, par exemple. Quand vous vous baladez là-bas, vous voyez des chats absolument partout. Donc pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé un terrain finalement où les gens les aimaient bien, on ne s'est pas attaqué à eux, et en plus ils trouvent de la nourriture en abondance. Donc même si ce sont des chats errants, ils sont quand même plutôt choyés. On ne les maltraite pas, ils font la fin des marchés, ils font tout le tour des restaurants pour trouver des ressources alimentaires. Il y a par contre un petit problème qui est associé à ça, en fait, c'est qu'ils se reproduisent beaucoup trop. En fait, les chats, ils se reproduisent très très vite, beaucoup plus vite que nous. Donc, à titre d'exemple, un couple de chats, en une année, il peut avoir jusqu'à 12 chatons, donc en plusieurs fois, mais 12 chatons par an. Donc, imaginez-vous si tous ces chatons, ils vont devenir des adultes ensuite, et ils vont eux-mêmes se reproduire. Donc, ça veut dire qu'en 2 ans, on peut avoir 144 chats. C'est vraiment le maximum, mais ça fait déjà beaucoup. La 3e année, on attend 1700 chats.
Donc vous comprenez qu'on augmente très très vite et on estime que sur la durée de vie d'un couple de chats, chat errant, qui va être à peu près de 7 ans, eh ben on peut atteindre quasiment un demi-million de chats à partir d'un seul couple de chats. Donc là, vous vous rendez compte que ça va être vite un problème parce que les chats, dans ce cas-là, on ne peut pas leur assurer un bien-être, ils vont être malheureux. Donc, quelle est la solution selon vous pour... Oula, bah, si je vous donne la solution, ça ne va pas. Est-ce que vous avez des idées sur la solution, justement? Oui. Ah bah, alors certains pensent que c'est la solution, mais ça, c'est ce qu'on essaie d'éviter à tout prix. Oui. Voilà, il faut les castrer, effectivement. Donc castrer, c'est pour les mâles, stériliser pour les femelles, c'est la même chose, effectivement. Donc on recommande de les stériliser, bon, déjà pour éviter qu'ils pullulent, donc non seulement parce que c'est pas bon pour leur bien-être, parce qu'ils vont pas avoir assez de nourriture, mais aussi parce que les chats, ils véhiculent certaines maladies, donc pour nous-mêmes, ce n'est pas forcément terrible, et en plus, ça peut aussi être bénéfique pour eux, parce qu'en fait, en les stérilisant, on réduit l'incidence, donc la fréquence de certaines maladies. Par exemple, les femelles chats, elles font souvent en fait, des cancers des mamelles, et quand on les stérilise, on réduit mais drastiquement ce risque-là. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important. Il y a aussi une autre conséquence si on laisse pulluler trop le nombre de chats. Comme vous le savez, les chats, ils s'attaquent aux souris, mais ils s'attaquent aussi aux oiseaux. Et ces dernières années, on s'y est vraiment intéressé parce qu'on voit les populations d'oiseaux décliner beaucoup, parce qu'on a de plus en plus de chats dans nos jardins. Et en fait, on estime qu'un chat, en une année, il peut tuer jusqu'à 10 oiseaux. Ça dépend bien sûr, hein, s'il peut sortir ou pas. Certains sont plus chasseurs que d'autres, mais en moyenne, ça va être à peu près 10 oiseaux voilà, par année. Donc ça fait vite 70 oiseaux par vie de chat. Donc c'est beaucoup. Ça va avoir des conséquences même désastreuses sur certains environnements, par exemple en Australie. En Australie, parce qu'on est sur une île, et en fait, là, les chats, ils ont été introduits un peu par erreur, mais après, ils s'y sont un peu trop plu, parce qu'ils n'avaient pas de prédateurs. Donc ils se sont reproduits massivement, ils ont tué beaucoup d'oiseaux qui étaient présents sur place, et le problème, c'est qu'en fait, il y a certains oiseaux qui n'existent qu'en Australie. Donc le risque, c'est qu'on puisse détruire des espèces. Donc là, effectivement, en Australie, ils n'ont pas trop le choix. Ils ont essayé de stériliser les animaux, mais ça ne fonctionne pas. Donc la seule façon de s'en sortir, c'est de tuer les chats, malheureusement. Donc ils ont développé des robots qui tuent les chats. Voilà, donc c'est à éviter au maximum. Donc pour ça, stériliser vos animaux, vraiment, c'est important. On a aussi des solutions pour essayer d'éviter quand même cette prédation. Donc soit vous pouvez leur faire porter des petits colliers avec des clochettes au moment où ils sortent, pas tout le temps, c'est pas très agréable. Donc des colliers bien sûr qui vont s'enlever facilement, qui vont se déclipser, pas avoir d'accident. Vous avez aussi ce système un peu de collier très coloré, et en fait ça permet aux oiseaux de voir de loin leurs prédateurs. Donc voilà, bon, bien sûr j'ai essayé sur cannelle, elle n'aime pas trop. Donc une question que soulèvent justement ces animaux errants, j'imagine que vous êtes tous posé la question une fois, qu'est-ce que voit mon chat? Oui. En vert, tu as dit? Alors, c'est pas faux. Effectivement, c'est vrai, oui. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Oui. En fluo, tu as dit? Alors, il peut voir les ultraviolets, effectivement. C'est pas ce que tu as dit. Je t'entends peut-être très mal si tu es un peu loin. Attends, regarde. On va faire avec le micro, comme ça on t'entendra bien. Il voit en vert à peu près tout, mais il voit le fluo. Oui. Alors voilà, alors il voit effectivement le vert, et il voit pas que le vert. On va y revenir. Et il voit pas. Alors le fluo, c'est les ultraviolets qu'il voit, que nous on ne voit pas. Alors c'est pas trop exactement pourquoi et quel va être l'impact vraiment concret de ça sur la vision du chat. Donc le chat, il voit très bien de près, pas de trop près. Donc vraiment, si vous lui mettez un objet ici, il ne va pas le voir. Et par contre, il ne voit pas bien de loin. Il est myope, en fait. Donc ça, vous verrez après sur une image un peu plus grand angle ce que ça donne. Donc il faut être conscient que si vous êtes quelques mètres devant votre chat, il va très bien vous voir, mais plus loin, non. Par contre, il perçoit très très bien les mouvements. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on n'arrive pas forcément à appréhender parce qu'on n'est pas très bon avec ça. Mais un mouvement va tout de suite retenir son attention. Donc bien sûr, vous comprenez bien que c'est utile pour chasser les souris, que c'est utile pour chasser les oiseaux, etc. En fait, il y a beaucoup de choses dans la vision des chats qui s'expliquent par le fait qu'ils sont des prédateurs.
Donc voilà un exemple d'une scène. Imaginez-vous, vous êtes dans une gare, donc ça c'est ce que vous voyez. Un guichet sur la gauche, vous voyez bien tout ce qui est devant, vous voyez un petit peu sur les côtés et ensuite ça devient flou. Donc globalement, si vous mettez vos mains sur les côtés, vous pouvez les deviner. Vous ne les voyez pas très nettement, mais vous savez qu'elles sont là. Par contre, si vous reculez derrière, vous ne voyez plus rien. Au bout d'un moment, c'est terminé. Vous avez un champ de vision qui est à peu près à 180 degrés. Et le chat, lui, il a un champ de vision qui est plus large. Donc si vous lui mettez les mains légèrement derrière, il peut les voir. Donc là, vous le voyez sur cette transition. Donc par exemple, regardez, là, c'est ce que nous, on voyait. La dame, ici, elle est floue. Et là, sur les côtés. Par contre, là, c'était trop loin. Et comme il est myope, il ne voit pas de loin, ben là, c'est un petit peu flou. Donc vous voyez aussi une autre différence sur cette photo, c'est que c'est beaucoup plus pâle. Les couleurs, elles sont beaucoup moins intenses que pour nous. Donc tout simplement parce que, en fait, dans notre œil, on a des capteurs différents en fonction des espèces où on peut capter plus ou moins certaines gammes de couleurs. Et effectivement, le chat, il va voir le vert, il va aussi voir le bleu, mais il y a une couleur qu'il ne voit pas, c'est le rouge. Donc il va... Bon, voilà, vous y avez déjà répondu tout à l'heure, donc je passe cette étape-là. Donc par exemple, si vous voyez là le rouge, il va être un peu jaune ou gris chez le chat. Ce qui est bleu restera bleu, ce qui est vert restera vert. Le jaune devient plus pâle. Et le violet, en fait, c'est un mélange de rouge et de bleu, donc il va voir que le bleu. Donc on avait cet exemple sur cette illustration. Là, vous avez un autre exemple dans pas une forêt, dans une plaine où on voit au loin les montagnes, donc qui sont trop loin, donc vraiment c'est vraiment très flou. Les couleurs qui sont assez pâles, donc légèrement dans les tons plus jaune que vert en fait, jaune-vert, légèrement gris. Et voilà ce qu'un humain verrait. Donc rien à voir, vraiment beaucoup plus flashy. Par contre, je le répète, le chat perçoit très bien les mouvements et en plus, il voit aussi dans l'ultraviolet. Donc on pense que cette vision dans l'ultraviolet, elle est liée au mouvement justement. Autre chose que vous ne m'avez pas dit, c'est que les chats, ils voient quand même très bien la nuit, globalement. Donc nous, voilà ce qu'on verrait dans un paysage de nuit, pas grand-chose. Heureusement qu'on a les phares des voitures, mais sinon, ça ne nous aide pas beaucoup. Un chat, lui, bon, hop, on l'a déjà dit, hop, il va mieux voir. Donc voilà ce que va voir un chat, vous voyez? Qu'est-ce qui est un peu particulier sur cette image, à votre avis? Oui? Ouais, exactement. Il ne voit pas les couleurs. Donc il voit 5 à 6 fois mieux que nous la nuit, mais par contre, il ne va pas voir les couleurs. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on dit que la nuit, tous les chats sont gris. C'est une possibilité. Alors pourquoi il voit mieux la nuit? Il y a deux raisons. C'est bien sûr à cause de l'anatomie de ses yeux. Donc il a la pupille, vous savez, ce qui est noir au milieu de vos yeux, qui est beaucoup plus dilatable. Donc ça peut devenir très gros et ça peut se rétracter et être très petit. Et il a aussi une membrane dans l'œil, ici, qui va réfléchir beaucoup plus la lumière. Donc c'est pour ça que quand vous regardez les chats la nuit, qu'il y a une petite source de lumière, ils vont avoir les yeux qui sont fluorescents et qui brillent. C'est simplement parce qu'ils renvoient la lumière beaucoup plus que ce que nous, on ne le fait. Donc ça, cette vision la nuit, elle est importante pour eux parce qu'en fait, normalement, le chat, quand il vit tout seul, c'est un animal qui est plutôt crépusculaire. Donc ça explique aussi, quand vous vivez en maison, que votre chat, il s'active un petit peu vers 18h, 19h. Il demande à sortir à ces périodes-là. C'est les périodes où il va être naturellement le plus actif. Donc bon, on a parlé de vision. Une question qui se pose, c'est est-ce que mon chat, concrètement, il me reconnaît? Qu'est-ce que vous me répondez? Oui. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Bah oui, effectivement, votre chat, il vous reconnaît. Mais par contre, il y a des études qui ont montré qu'a priori, il n'utilise pas ses yeux. Ce n'est pas sa vision qu'il utilise en premier lieu pour vous reconnaître. C'est surtout vos odeurs et c'est aussi votre voix. Il y a une étude au Japon, d'ailleurs, qui a montré que dans une pièce où il y avait plusieurs chats, il y avait plusieurs humains, en fait, un chat allait redresser les oreilles, donc un peu comme ce chat le fait, vers l'avant, hein, ça veut dire qu'il vous écoute. Il redresse les oreilles uniquement quand il entend son maître, pas quand c'est un autre maître. Donc il reconnaît vraiment très bien la voix. Donc si votre chat ne vous répond pas, ce n'est pas parce qu'il ne vous entend pas, c'est parce qu'il ne le veut pas. C'est fréquent. Donc il y a aussi une autre chance. Si vous avez un chat qui est blanc aux yeux bleus, très souvent, il y a une anomalie génétique et ces chats sont sourds. Oui. Alors, je vais Est-ce que le chat, si c'est pas son maître, il n'aime pas l'autre?
Alors, par exemple, la jalousie, on a étudié la jalousie, il n'y aurait pas de jalousie pour les chats. On a montré qu'il y a des comportements qui sont un peu sélectifs, effectivement. Il y a des chats qui ont des préférences pour certains humains. En fait, tout dépend beaucoup du comportement du maître par rapport aux autres gens qui sont dans la pièce. Donc, par exemple, ça dépend aussi de l'état de stress du chat. Ça dépend de son vécu. Des fois, ils sont un peu plus timides, etc. Mais normalement, il n'y a pas de jalousie. Par exemple, s'il a une sœur et 2 parents, il préfère un parent que les 2 autres. Et les 2 autres, ils vivent tout le temps avec le chat, leur animal de compagnie. Oui. Est-ce qu'il le préfère se mettre? Normalement, ça c'est très personnel en fait. Tu sais, tout ça, on peut pas, malheureusement, il n'y a pas vraiment d'études qui portent là-dessus, c'est très compliqué. Et on peut faire des suppositions. Et le problème avec ça, souvent, c'est qu'on transpose ce que nous-mêmes on ressent. Et il faut s'imaginer qu'on n'est pas dans la tête des chats, on ne sait pas exactement. Donc ça, on ne peut pas le savoir, malheureusement. Peut-être un jour, peut-être qu'il y aura des études qui le démontreront, mais on ne sait pas. C'est fortement possible qu'effectivement, il y ait peut-être des préférences. Pourquoi pas? Oui. Aux yeux bleus, mais il n'est pas que blanc et les yeux bleus en fait. Et il n'est pas sourd. Mais il n'est pas sourd. Bah voilà. Et c'est quand ils sont vraiment tout blancs avec les yeux bleus, ils ne sont pas toujours sourds, mais très souvent. Donc toi, il n'est pas que blanc, donc la différence, elle est là. Donc il n'est pas sourd. Alors, on avance un petit peu dans le temps. Cette fois-ci, il y a à peu près 1000 ans. On arrive à une période très très sombre pour le chat, qui est le Moyen-Âge. Donc pourquoi sombre? Parce qu'en fait, le chat, à cette époque-là, il n'était pas associé à une divinité, il était associé au diable. Et en fait, on considérait que les chats, surtout les chats noirs, appartenaient à des sorcières. Et ils finissaient souvent très mal. Donc là, vous voyez, dans les bûchers, on les brûlait, on les pendait, on les noyait. Enfin bref, atroce, et heureusement, on en est sorti. Mais finalement, ces actes atroces se sont un peu retournés contre nous. Parce que vous le savez peut-être, mais au Moyen-Âge, il y a eu une grosse épidémie de peste noire qui a ravagé l'Europe, qui a tué des millions de personnes. Et en fait, la peste, c'est lié à un petit parasite qui est véhiculé par les puces du rat. Donc, le rat est un intermédiaire, en fait, qui va amener la maladie. Et finalement, ces rats, ils ont pu se reproduire parce qu'il y avait quasiment plus de chats, en fait. On avait vraiment réduit les populations de chats au strict minimum. S'il y avait eu des chats, probablement que la peste aurait eu moins d'ampleur à cette époque. On était quand même justement reconnaissant du rôle du chat sur les souris, mais visiblement pas assez, et c'est assez tardif. Ça arrivait beaucoup trop tard. On avance encore un petit peu dans le temps, et là, c'est à nouveau une période positive pour le chat, puisqu'il est rentré dans les maisons des personnes assez riches, des aristocrates, etc. Donc Léonard de Vinci lui-même s'est exprimé sur le chat en disant que c'était un chef-d'œuvre. Donc il a représenté les chats en long, en large, en travers. Il a servi d'inspiration dans l'art. Il a servi aussi d'inspiration pour les fables, à nouveau. On a vu que ça existait dès l'Égypte ancienne, mais Jean de La Fontaine s'en est servi pour caricaturer un petit peu les attitudes du peuple. Et on a aussi, bien sûr, le chat botté avec Charles Perrault, qui date à peu près de 1700. Donc à cette période-là, on commence à s'intéresser aux chats en Europe, et on commence, surtout dans les familles aisées, les familles riches, les familles de rois, à chercher le chat pour ses qualités physiques. Donc on recherche en particulier les chats à poils longs, et c'est à cette période-là, donc en 1620, qu'on a les premiers chats à poils longs qui apparaissent en Europe. Alors, en Europe, attention, pas dans le monde. Parce que ces chats à poils longs, en fait, ils existent depuis très très longtemps dans le Proche-Orient, en Turquie, jusqu'au Proche-Orient. Ils existent depuis 2000 ans. C'était une race spécifique qu'on appelle l'Angora turque et qui a été importée par un marchand italien, en fait, qui a amené les premiers chats en Italie, puis ensuite ça s'est répandu dans toute l'Europe. Donc ces premiers chats qui ont donné les chats persans, étaient des chats qui étaient cherchés un petit peu pour le luxe dans un premier temps, et puis après ça s'est un peu démocratisé. Donc par exemple, il y a une famille riche où vraiment on aimait beaucoup ces chats-là, c'est en France, au moment de la Révolution française, donc Marie-Antoinette en fait avait 6 chats angora turcs qu'elle adorait, qui vivaient dans sa maison.
Et donc vous le savez, c'est la période de la Révolution française, donc pour les rois, ça c'est assez mal fini. Et quand elle a vu venir finalement la catastrophe, elle a voulu sauver ses chats. Donc elle les a envoyés par bateau aux États-Unis, elle a sauvé ces 6 chats angora qui sont arrivés là et qui se sont reproduits sur place, croisés avec les chats errants du coin et qui ont donné une race de chat qu'on appelle le Maine Coon. Voilà, donc Cannell, elle admire plutôt cette attitude. Donc finalement, tout ça, on en vient à parler un petit peu de type de chat. On a vu qu'il y a des chats à poils longs, des chats qui sont très beaux. Certains chats sont recherchés pour leur capacité un peu plus mentale ou de chasse, etc. Mais c'est surtout des critères esthétiques. Et ça a donné vraiment naissance aux races. Mais les races, c'est quelque chose qui est très très récent. Ça date d'à peu près il y a 150 ans. En fait, pour parler d'un chat de race, il y a beaucoup de conditions. Il faut que votre chat il respecte des critères très stricts et qu'il soit inscrit dans un livre particulier qu'on appelle le livre des origines félines. Donc s'il n'est pas inscrit dans ce livre, malheureusement, vous ne pouvez pas dire que c'est un chat de race. Il ressemble à une race, mais ce n'est pas un chat de race. Donc, vous connaissez probablement des chats de race un peu particuliers. Donc les plus connus, les plus marquants, on va dire, c'est par exemple le sphinx, qui est un chat à poil, qui n'a pas de poils. Donc un pelage nu. On a aussi le chat siamois. Donc lui, il est connu esthétiquement, bien sûr, mais il est bavard aussi. C'est un chat qui miaule beaucoup. Voilà. On a le Maine Coon qu'on retrouve ici, là, qui justement en 1792 a traversé l'océan Atlantique. Donc c'est un très gros chat. Vraiment, quand vous le tenez, les plus gros spécimens, ils font plus d'1 mètre d'envergure. C'est un très gros chat. On a aussi des chats qui adorent nager. Donc par exemple, celui-là, le Turkish Devan, il adore nager. Donc on ne l'a pas forcé. Alors essayez pas sur votre chat parce qu'il est fort à parier qu'il n'aime pas trop l'eau. En général, c'est ça. Mais ces chats-là sont des vrais nageurs et se sont adaptés en fait pour chasser le poisson, etc. Tous les autres chats, malheureusement, qui ne sont pas inscrits dans les livres, eux, ce ne sont pas des chats de race, ce sont ce qu'on appelle des chats de gouttière. Et plus politiquement, on va dire des chats européens. Voilà. Donc quand sur le passeport de l'animal, vous avez marqué chat européen, ça ne veut pas dire qu'il vit en Europe, hein. C'est que c'est un chat de gouttière en fait. Voilà. Donc pour terminer, Cannell, elle voulait quand même revenir... Pardon, excuse-moi, je n'avais pas vu. Hop, petite interlude. Youp. Ah, ragdoll. Ah ouais, c'est beau les ragdoll aussi. Hein. Ça a des poils longs, c'est joli. Je ne les ai pas montrés, mais on a quand même pas loin de 400 races, donc on ne peut pas tous les montrer, malheureusement. Donc, dernier petit point pour terminer, on va revenir sur des choses, sur le comportement du chat. Voilà, comment s'assurer que votre chat, finalement, il est heureux à la maison, qu'il a tout pour être heureux. Bon, déjà, le chat, il passe la plupart de son temps à dormir. Il dort à peu près 18 heures par jour. Donc, si vous voulez que votre chat ne soit pas trop griffeur, etc., il faut respecter ses temps de sommeil. Donc, c'est important de ne pas solliciter votre chat, à toute heure du jour et de la nuit, il a besoin de se reposer, beaucoup, et de dormir encore plus que vous. Quand il ne dort pas, le chat joue. Donc, quand on a un chat qui sort dans le jardin, c'est assez facile, parce qu'il va pouvoir aller chasser les souris et les oiseaux. Quand vous avez un chat qui vit en appartement, il faut trouver un petit peu des astuces. Donc, il faut essayer de l'occuper. Donc, on utilise tout ce qui est canne à pêche avec des plumes, etc., des balles à aller chercher. Voilà, il faut accorder, en fait, tous les jours un peu de temps pour jouer à votre chat. C'est très important pour son bien-être. Le chat, l'avantage par rapport au chien, c'est qu'il est auto-nettoyant. Vous n'avez pas besoin de lui faire prendre de douche ou de shampoing. Donc il assure sa toilette tous les jours, donc pareil, il faut le laisser faire. Vous pouvez éventuellement l'aider, surtout quand il a des poils longs et épais, parce que le problème c'est que ça peut faire des nœuds. Et vous savez, quand il avale trop de poils, après, il peut vomir, etc. Donc, si vous l'aidez un petit peu avec ça, c'est bien, mais pas besoin de lui faire prendre de shampoing. En tout cas, 99% du temps. D'ailleurs, vous voyez que sur sa langue, il y a plein de petits picots, comme ça, qui l'aident justement à nettoyer son pelage. Oui ? Oui, on sent, ça râpe sur la main, effectivement. Et pour les vaches, c'est pareil, c'est très râpeux. Autre particularité de la langue, d'ailleurs, c'est quand le chat boit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu boire un chat au ralenti, on a tendance à penser qu'il va aller prendre avec une pelle vers l'avant, mais en fait, c'est vers l'arrière.
Regardez, il rabat l'eau. Alors, on va essayer de le repasser. Hop, comme ça. Il boit, alors, hop, c'est un peu lent. Il boit, il ramène vers l'arrière, en fait, l'eau. Donc, comme une pelle, etc. Donc, le chat, il a besoin d'avoir de l'eau à disposition à volonté tout le temps, parce que c'est en fait, c'est un carnivore, donc il va manger beaucoup de viande et il use ses reins. Donc il faut vraiment qu'il ait de l'eau propre à disposition tous les jours, etc. Alors, le chat miaule, vous l'avez vu plus ou moins en fonction des races. Donc par exemple, les races siamoises qui sont très très bavardes, ouais, j'arrive après, et qui sont assez bavardes. Et en fait, il y a une étude qui a montré que les chats, finalement, quand ils sont sauvages, ils miaulent pas tant que ça. En fait, c'est en se domestiquant et c'est au contact des humains qu'ils ont développé la capacité à miauler. En fait, c'est un mode de communication avec l'humain. Il y a aussi des études qui ont suggéré que le miaulement du chat, en fait, ce serait une imitation des pleurs d'un bébé. Parce qu'ils auraient remarqué que finalement, en faisant ce bruit-là, ça retenait l'attention des gens beaucoup plus. Et du coup, c'est très efficace. D'ailleurs, c'est assez marquant. Il y a certains, des fois, on se pose la question. Quand on est en immeuble et qu'on entend un chat pleurer, des fois, on a un peu le doute. Donc le chat a aussi d'autres façons de communiquer, notamment en ronronnant. Donc le ronronnement, il est produit aussi par des particularités au niveau de l'anatomie des chats, mais pas que des chats. En fait, tous les félins sont capables de ronronner. Donc par exemple, les guépards, etc., ils vont pouvoir ronronner. Juste après, je fais une petite pause et je vous laisse poser vos questions. Donc le ronronnement, c'est déjà une façon de montrer son bien-être, effectivement, mais ça veut dire aussi plein d'autres choses. C'est une façon de se rassurer également. Il n'est pas impossible de trouver un chat qui stresse et qui ronronne en même temps. En fait, c'est une façon de se calmer, de s'apaiser. Et petite question. Oui. Quand le ronronnement, ça vient aussi pour comme mon chat ronronne, est-ce que ça vient aussi pour l'humain? Est-ce que ça vient aussi? Est-ce que c'est pour aussi me montrer qu'il est content? Oui, alors du coup... C'est l'humain comme le miaulement ou c'est... Ah, est-ce que c'est une adaptation? Naturel. Donc on me demande si les ronronnements du chat, finalement, c'est pareil que les miaulements, est-ce que c'est que par rapport à l'humain, etc. Non, puisqu'il y a justement des félins sauvages qui ronronnent. Donc en fait, le ronronnement, il s'acquiert probablement au moment de la tétée chez les petits, quand ils boivent le lait de leur maman. Et c'est, voilà, il y a de l'apaisement, etc., qui se produit à ce moment-là. Donc ça, c'est pas que en lien avec l'humain. Probablement que c'est plus fort avec l'humain parce que... Voilà, c'est toujours pareil. En fait, un chat, comment il réagit? Il réagit par rapport au comportement de son maître. Donc, si son maître, il est content, il voit que ça lui plaît et qu'il le caresse davantage, bon, bah, ça encourage le chat. Donc, il continue. Oui. J'ai déjà parlé avec un chat. En fait, le chat avait un gland qui était à côté de lui. Mais après, j'ai pris le gland. Et quand j'ai fini de faire des trucs avec le gland, j'avais plein de trucs du gland sur la main. Donc après, quand je suis revenue voir le chat, en fait, il a mis la main sur la main qui avait plein de morceaux de gland. Donc j'ai compris qu'il voulait le gland. Ah bah, tu vois. Comme quoi, avec finalement, on arrive très bien à les comprendre et sans forcément beaucoup de paroles. En tout cas, ils sont assez forts parce qu'ils n'ont pas de langage à proprement parler, mais on arrive à les comprendre. Oui. J'ai une question. Est-ce que, je sais que c'est un peu débile, mais est-ce que le chat, il n'a pas une sorte de lien avec les fils de fer? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un fil de fer par terre, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est parce que les fils de fer, en fait, c'est en lien avec le mouvement, très probablement. C'est vrai que les chats, souvent, adorent les fils de fer parce que c'est très fin, c'est très facile à manipuler. Et quand ça tombe, ça reflète la lumière aussi. Donc, tu vois, comme on disait qu'ils sont sensibles aux ultraviolets, ils sont sensibles au mouvement, ça simule, en fait, comme une petite proie. C'est un peu comme une petite souris qui s'agiterait devant. Et c'est vrai qu'effectivement, ils adorent ça. C'est vrai. Faut faire attention d'ailleurs avec les fils de fer, parce que c'est comme la laine, etc. Ça peut faire des lésions qui sont assez graves. Donc toujours sous surveillance et pas les laisser jouer tout seul avec ça d'ailleurs. Alors, une petite question. À votre avis, là, votre chat fait ça. Il s'approche de votre jambe et il se frotte contre vous. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il est en train de vous faire un câlin ou en train de marquer son territoire? Donc bleu, le câlin. Alors, le câlin. Et orange, le territoire. Et bien la réponse, c'est le territoire, effectivement.
Bon, bien sûr, l'un n'exclut pas l'autre, c'est-à-dire que souvent, en fait, il associe des sensations qui sont agréables avec du marquage. En fait, un chat est très sensible aux odeurs, mais pas seulement. Il laisse des empreintes en fait, d'informations, ce qu'on appelle les phéromones. Donc en fait, en se frottant contre vous, il laisse des molécules pour dire « ici, c'est bien, c'est à moi, c'est sûr ». En fait, le chat, on dit que c'est un animal qui est territorial, parce qu'il a besoin d'avoir un territoire, etc. En fait, c'est surtout un animal qui est très routinier, qui a besoin d'horaires, qui a besoin d'être sécurisé en permanence. C'est un animal qui est très stressé, qui a besoin de contrôler son environnement. Donc tout ce qui est marquage, voilà, pour lui, c'est important. Donc d'ailleurs, le marquage, donc, ça peut se refléter comme ça, avec le frottement. Un animal qui n'est pas stérilisé, bon, bah, ça peut aussi entraîner du marquage par l'urine, donc des pipis intempestifs un peu partout. Et autre chose, par exemple, qui va être en lien avec ce besoin de contrôler l'espace, bah, c'est ce que fait mon chat d'ailleurs. Elle ne supporte pas les portes fermées, donc il faut qu'elle se jette sur les poignées des portes pour les ouvrir, tout simplement pour avoir un contrôle sur son espace en fait. S'il y a une porte fermée, ça veut dire qu'elle ne sait pas ce qui se passe derrière. Elle ne sait pas si c'est sûr ou pas. Donc tout relie ce besoin-là. Donc voilà, on arrive un peu au terme des nombreuses vies de Cannelle déjà, mais normalement, elle n'a pas exploré ces 9 vies. Donc il lui reste encore probablement quelques aventures à explorer. Et si on en croit la légende égyptienne et hindoue, à la fin de sa 9e vie, finalement, elle devrait atteindre un stade supérieur et pourquoi pas être réincarnée en humain. Donc tout est pour le mieux. Donc voilà, Cannelle et moi espérons que vous avez aimé cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Et vous pouvez voir aussi donc le moulage du premier chat qui a été trouvé associé à un humain. Vous avez des crânes d'animaux, donc il faut essayer de voir lequel est le chat, n'est pas le chat, etc. Voilà, je vous remercie.